Donc aujourd'hui, au podcast Propulsion d'entreprise, on reçoit Éric Gravel, qui est fondateur de plusieurs entreprises, donc Mindset, Ice Epoxy et Traxfloor. Il a aussi fondé et vendu d'autres entreprises comme Zone Garage, entre autres, Pure Epoxy et BIOS. Exact. Et probablement plus encore. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être là aujourd'hui. Merci de l'invitation. Super gentil. Fait que, pour commencer, dans le fond, c'est ça, t'es coach de Mindset. Puis j'imagine que t'as appelé l'entreprise Mindset pour une raison. Tu sais que le mindset, c'est quand même quelque chose d'important quand on fonde une business, selon moi. Est-ce que, tu sais, quelle est l'importance, tu penses, du mindset ou du moins du développement personnel un peu d'un entrepreneur? Ben, en fait, quand j'ai créé Mindset, il n'y avait aucune intention de parler de mindset parce que je me suis fait attaquer là-dedans. Est-ce que ça s'enseigne, le mindset? Est-ce que c'est... Et c'était simplement un brand. Fait que Okay. moi, c'était plus le 7X qui m'intéressait en valorisant le million, 7 chiffres. Mm-hmm. Et je trouvais que ça fitait bien avec le fait de dire mindset. Parce que quand j'en parle aux États-Unis ou quand je parle de faire du coaching aux États-Unis ou simplement en anglais à travers le Canada, mais c'est Mind 7X. Fait que c'est le 7X qui est le plus dénoté du mot. Okay. Fait que le branding, mon intention, c'était oui, il y a une idéologie en arrière de comment monter une business, comment la travailler, comment la développer. C'était pas en lien avec le mindset. C'était en lien vraiment avec les techniques, l'approche pour atteindre une valorisation de plusieurs millions. C'était vraiment plus ça qui est en arrière de l'idée du nom. Parfait. Fait que, est-ce que tu penses que n'importe qui peut, comme tu le disais un peu, développer le mindset d'un entrepreneur? Est-ce que c'est fait pour tout le monde? Est-ce qu'il y a du monde à qui tu ne recommanderais pas d'être entrepreneur? Bien, en fait, la première chose qu'il faut qu'un quelqu'un qui se lance sache, c'est, es-tu prêt à faire des sacrifices? Si tu penses que ça va être juste un quick run ou quelque chose que tu vas arriver du jour au lendemain puis que tout va marcher, tu vas devenir millionnaire, c'est clairement pas fait pour toi. Fait que, moi, je l'ai fait sur un 15 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis plus rapide dans mes procédés que j'étais il y a 15 ans? Assurément. Et c'est pour ça que j'avais mes formations. C'était dans le but de donner des conseils aux gens pour pas que ça leur prenne 15 ans. Peut-être que ça leur en prenne 8 ou 7 ou peu importe. Mais les croissances puis le développement de business, ça prend beaucoup d'années, beaucoup de sacrifices, beaucoup de choix qui sont pas le choix premier que les gens vont prendre. C'est normalement, tu vas dire, ben, ma famille, c'est ma priorité, mes week-ends avec mes amis, c'est ma priorité. Mais en entreprise, ben, ces choses-là deviennent, sans dire qu'ils deviennent secondaires, parce que mes enfants ont toujours été importants, ma femme, ma famille, ça vient qu'il y a des sacrifices à faire en famille pour faire en sorte d'arriver à un point X. Donc, est-ce que ça s'enseigne? Je pense que tu peux arriver à t'adapter et faire en sorte que tu vas rentrer dans le bon pattern. Mais si tu ne l'as pas en dedans de toi et tu es toujours en objection face à des choix que tu as à faire, tu es peut-être mieux de juste arrêter parce que au final, tu vas finir par frapper un mur. Parce que le début, c'est le plus facile. Alors, quand les gens ils trouvent ça difficile au début, c'est parce que tu n'as rien vu encore. Là. Quand tu arrives à des niveaux de 10 millions en vente, 20 millions en vente annuellement, 30 millions en vente annuellement, là, tu vas voir c'est quoi être difficile. Il y a beaucoup d'autres algorithmes qui rentrent en ligne de compte. OK. Quand on parle justement plus du monde de la construction, des gens qui se lancent en entreprise, j'ai vu une de tes vidéos sur TikTok qui disait justement la plupart du monde qui se lance une entreprise de construction, c'est un ancien menuisier, électricien, peu importe, qui décide de partir son entreprise. Puis des fois, c'est juste parce qu'il est bon ou qu'il veut plus travailler pour son boss. Puis tu le disais justement dans ton vidéo, ce monde-là, ils ont besoin un peu de formation. T'sais. Est-ce que ce monde-là, s'ils se lancent pour des raisons comme ça, est-ce qu'ils ont peut-être moins de chances de réussir? De quelle façon on fait pour réussir son entreprise quand on se lance, même si on n'a pas les connaissances? Bien, à la base, oui, il y a beaucoup de gens qui se lancent pour l'argent, ce qui, selon moi, est un mauvais choix. Je me suis jamais lancé en entreprise pour l'argent. Moi, j'ai toujours fait de la business parce que je suis devenu passionné de ça. Plus j'en faisais, plus j'aimais ça. J'aimais réussir, j'aimais avoir des défis. De juste simplement savoir que je peux partir du point A et l'amener au point B et de réussir ça. Pour moi, c'était quelque chose que je faisais. Puis l'argent a toujours été comme un outil plus qu'un objectif. Tu sais, pompier, c'est le fun, mais on vit d'adrénaline. Donc, quand j'étais pompier avant, ben, on a reçu un appel bâtiment, un incendie, le rythme d'adrénaline il augmente.
Mais quand tu tombes dans la routine, c'est pas aussi le fun. Fait qu'à un moment donné, tu chases toujours l'adrénaline. Mais ça, je l'ai gardé parce qu'en entrepreneuriat, c'est la même chose. Donc, tu as ta business, puis à un moment donné, tu fais des ventes, puis là, à un moment donné, ça devient stable, puis là, ça devient facile, mais ça devient plate. Là, t'es comme, OK, ouais, mais là, j'ai besoin d'autres défis. Fait que tu chases toujours une difficulté supplémentaire. Donc, moi, je pense que, comme j'ai mentionné, quelqu'un qui se lance, faut pas que tu vises l'argent ou il y a beaucoup de gens qui s'achètent une job, autrement dit, qui surtout en construction, ils vont devenir entrepreneurs, puis finalement, au final, ils font la même argent que quand ils étaient employés, mais avec plus de stress. C'est comme on retourne employé. Tu es censé une business, tu es censé la démarrer, puis tu es censé l'amener à un autre niveau. Théoriquement, c'est pas censé être sur un pace normal, avec aucune croissance, aucun objectif chaque année. Puis tu sais, hey, ça fait 20 ans que je suis à 750 000 par année. Ouais. C'est comme, tu sais, ça serait. Je comprends que tu aimes ta vie, mais tant qu'à ça, retourne travailler pour quelqu'un. Il n'y a aucune croissance dans ce que tu fais. Fait que, tu sais, je pense que ça, il faut que tu l'établisses au début. Puis moi, je dis tout le temps à beaucoup d'entrepreneurs que je parle, c'est quoi ta porte de sortie? Puis là, ils disent tout le temps, ouais, mais qu'est-ce que tu veux dire, ma porte de sortie? Mais quand tu commences, il faut déjà que tu saches où ta sortie. Moi, je le savais. Puis ma sortie, elle a augmenté au fil du temps. C'est-à-dire, à quel montant je vais sortir quand quelqu'un va m'étendre un chèque puis va dire, je veux vendre. Fait qu'un coup que tu sais ça, ben, l'objectif est beaucoup plus facile à atteindre. Puis justement, tu parles de l'importance de définir des objectifs. Je pense que c'est quelque chose qu'il y a beaucoup de monde qui font pas. Ouais. Puis je pense que de ne pas avoir d'objectif, c'est un peu de naviguer vers n'importe où. Tu sais, comment tu peux atteindre tes objectifs si tu n'en as pas? Fait que comment... Dans le fond, tu dis qu'il faut aussi que tu prépares ta business dès que tu commences, il faut que tu aies une porte de sortie. Est-ce que cette porte de sortie-là, c'est justement de bâtir ta business de façon à ce que tu puisses la vendre dans le futur? Ben, tu n'es pas obligé de la vendre. Je veux dire, pour moi, ça a toujours été, encore aujourd'hui, quand je bâtis une business, un jour ou l'autre, je vais la vendre. Je le sais probablement où est-ce que je peux l'amener, ma capacité, sans nécessairement embaucher plein d'employés ou sans avoir une hyper-croissance X ou Y. Et le premier chiffre que les gens parlent tout le temps au Québec, puis même, tantôt tu me parlais d'être en marketing, puis je suis convaincu, je nommerai pas de nom, mais j'ai vu un gars hier sur LinkedIn, puis il faisait la promotion d'un de ses clients, puis là, il parlait du chiffre de vente, le chiffre d'affaires, les statistiques, tant de followers, tant de ci, tant de ça. Puis j'ai juste écrit un commentaire, j'ai dit, c'est drôle, hein, le seul et unique chiffre que tu parles pas, qui est le plus important dans la valorisation de ton entreprise, c'est ce qui reste à la fin. Mais tu as mentionné à peu près 50 chiffres, sauf celui-là. Puis tu essaies de nous faire croire, parce que l'entreprise avait passé au dragon, que cette entreprise-là vaut X millions. J'ai dit, ça vaut pas ça. Fait que le dragon avait raison de dire que c'était une mauvaise évaluation. Parce qu'au final, beaucoup d'entreprises, puis surtout sa construction, les gars, ils parlent, puis hey, j'ai fait 10 millions l'année passée, j'ai fait 50 millions. Puis tu te dis, OK, 50 millions, c'est bien, c'est vraiment hot. Mais c'est quoi? Ah, je suis entrepreneur général, puis on a bâti une bâtisse de 50 millions. OK. Fait que là, il t'a resté combien à la fin? Ouais, mais là, j'ai bien des recevables, j'ai bien des payables, mais il te reste combien à la fin? Puis souvent, le pourcentage ou le montant qui reste à la fin sur des compagnies de 10, 15, 20 millions est tellement faible que tu te dis, pourquoi tu prends tout ce risque-là? Alors que tu pourrais réduire tes ventes, optimiser tes profits, donc réduire tes dépenses, réanalyse tout ça, mais baisse tes ventes. Arrête de focuser sur tes ventes. Et focus sur combien il va rester à la fin. Puis quand tu fais cet exercice-là, je leur dis, exemple, une compagnie avec un produit, présentement, là, tu peux vendre à 6 fois le EBITDA ou le BAYA, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi. Bénéfice avant impôt. Puis moi, quand j'ai vendu, j'étais à 8 fois le EBITDA. J'ai eu des offres à 12 fois le EBITDA. Okay. Fait qu'à partir de ce moment-là, imagine quand tu es dans un prime, là, où l'économie va bien, les taux d'intérêt sont bas, et tu fabriques tes produits, même si tu es fait fabriquer, tu as un brand, tu as un réseau de distribution, tu as plein de gens qui vendent tes produits, tu es connu, tout va bien. Ben, imagine, tu fais 1 million, mais tu vends 12 millions si tu as la meilleure des offres. Moi, j'aurais vendu à ce moment-là 8. Mais j'avais un BAYA d'à peu près 3,5-4 millions. On a des offres entre 28 et 38 millions. Fait que tout ça, j'ai jamais focusé sur combien on vendait à la fin de l'année. Je focusais sur combien il restait à la fin de l'année. C'est ça qui fait la différence. En effet. Fait qu'on parlait justement avant que le podcast commence de l'importance du branding. Ouais. On parle surtout pour les petites entreprises de construction. T'sais, on disait il y en a beaucoup qui n'ont pas du tout de branding. Là, ça va s'appeler Construction Jean-Paul, des trucs comme ça.
Comment on fait pour brander notre petite entreprise de construction? Ben, tu sais, tantôt, j'ai rencontré quelqu'un, un gars justement qui distribue mes produits Traxfloor. Puis je regardais, je sais quoi ton brand, tu sais. Puis il me le montre, tu sais, sur son chandail. J'ai dit, tu veux, c'était construction, puis 3 lettres à la fin. J'ai dit, fais juste inverser. Fais tes 3 lettres, construction. Tu peux rapetisser sur ton logo construction, juste qu'on sache que c'est une entreprise de construction. Tes 3 lettres deviennent ton brand. Tu peux même l'éliminer, construction. Tu pourrais juste mettre tes 3 lettres. Tu peux trouver le produit que tu veux, que tu voudrais vendre, au lieu d'acheter de distributeurs qui achètent de distributeurs. Contacte des manufacturiers. Trouve-toi un produit niche que tu vas pouvoir vendre et franchise. Fait que, tu sais, le branding à la base de tout, c'est l'étape numéro 1. Aujourd'hui, là, moi, quand je lance un produit, la première étape, c'est le logo. Okay. Le nom, le logo, m'assurer que toutes les propriétés intellectuelles sont libres. Donc, autant les légales, c'est-à-dire que la marque de commerce, mais ensuite, est-ce que les pages Facebook sont libres, Instagram, TikTok, ou est-ce que ça va me porter à confusion? Si ça m'amène-tu sur un site porno, sur un 3 lettres similaire? Tu sais, c'est important de vérifier ces affaires-là. Ça m'amène-tu sur quelque chose qui peut être problématique, porter à confusion avec mon brand? Puis un coup que ça c'est fait, ben, je suis capable d'avoir le site web. Si tu as tout ça mis ensemble, là, go. Fais ton logo, trouve tes produits, fais ton brand, développe, vends tes produits, franchise, et ainsi de suite. Ça fonctionne tout le temps. Puis c'est ça, on en parlait encore une fois avant le podcast. Tu dis que ça se fait avec toutes les entreprises. Tu sais, moi, je pensais à Calinet, entre autres, qui a vraiment franchisé au Québec. Mais il y en a d'autres, comme on parlait de A1 Garage Door aux États-Unis. Fait que tu dis que ça se fait vraiment pour tous les types d'entreprises. Tous les types d'entreprises. Tu sais, on prend celle-là, là, A1 Garage Door. Ouais. Fait juste une entreprise de service. On prendrait exemple, tu veux nettoyer des fenêtres. Ben, si tu fais juste nettoyer des fenêtres avec un mauvais brand, personne ne va vouloir s'affilier à toi. Oui, je comprends que tu vas en nettoyer des fenêtres. Ça, j'ai pas de trouble là. Mais si tu deviens très bon dans ce que tu fais, puis tu as un bon brand, ça se peut-tu que si ça fait, je sais pas, 5-6 ans que tu maîtrises tout ça, puis il y a des jeunes qui arrivent en arrière, ou même quelqu'un qui cherche une petite business à partir, et là, toi, à un moment donné, tu peux pas couvrir tout le Québec au complet, tu peux pas couvrir tout le Canada. Qu'est-ce qui manque à cette compagnie de nettoyage de fenêtres? Un produit. C'est le produit le plus facile à trouver. À la limite, tu pourrais même le fabriquer, ton propre nettoyant en fenêtre que tu vas avoir fait formuler par un chimiste. Ça va t'en coûter juste un petit peu plus. Puis tu vas peut-être pouvoir mélanger ton propre produit à nettoyer des fenêtres avec les matières premières. Et là, tu vas mettre ton label sur la bouteille et tu vas pouvoir franchiser ta business soudainement. Et là, tu vas pouvoir en vendre partout à travers le Canada avec des franchisés qui vont acheter juste tes produits, utiliser juste ton brand. Puis après ça, il n'y a plus de fin, il n'y a plus de limite. Là, tu peux rentrer le même brand dans les magasins. Un Home Depot, un Lowe's, un Maynard's, peu importe. Fait que là, tout dépend de l'effort que tu veux y mettre, mais tout part du brand pareil. Non, c'est ça. Nous aussi, on le dit souvent, le brand aussi, ça t'aide à... Parce qu'il y en a qui ont de la misère, on dirait, à pricer un peu. Qui font pas beaucoup de profit en construction, surtout quand ils ont des petites entreprises. Puis la brand, ça vient aider à vendre tes produits un peu plus cher. 100%. C'est ça. 100%. L'image que tu vas projeter va aider. Si je reprends Zone Garage quand j'ai commencé, ben ça existait des gars qui faisaient des planchers d'époxy. J'ai pas rien inventé. J'ai jamais prétendu avoir rien inventé. Par contre, il n'y avait jamais personne qui l'avait brandé. De faire c'est un gars qui arrivait avec une vanne, un Econoline dans le temps. Ouais. Il arrivait avec ça sur une job, puis toute blanche, aucun lettrage. Moi, j'avais ma job de pompier, fait que j'ai dit, je vais investir dans mon image. Fait que j'avais acheté un pick-up flambant neuf, j'avais mis des gros bumpers, des grosses roues off-road, lettrage sur tout le camion, lettrage sur toute la remorque, puis les deux matchaient, fait qu'on avait comme une bande orange qui continuait sa remorque. Mais au final, en l'espace de quelques mois, j'avais 5 concessions déjà. Puis mon produit, ben, je ne le fabriquais pas à ce moment-là. C'est quelqu'un d'autre qui le fabriquait pour moi, mais c'était mon étiquette qu'il y avait dessus. Donc, rapidement, j'ai pu prendre l'expansion comme ça. Puis c'est ça qui m'a amené à devenir manufacturier par après. OK, wow. Vraiment cool. Fait que dans le fond, est-ce que tu aurais aussi des conseils peut-être pour le monde justement qui veulent se lancer? T'sais, on parlait des menuisiers tantôt, un électricien, quelque chose comme ça. À quoi ne pas faire quand tu te lances en entreprise? Bien, la première erreur, c'est les grosses dépenses. Ça, c'est d'arriver... c'est justement... moi, j'ai pu le faire, d'investir dans mon image, les camions, tout ça, mais la première erreur, souvent, les gars, c'est qu'ils vont investir... Pas investir, mais ils vont dépenser leur argent dans... ça roule bien, on va s'acheter un bateau. Ça roule bien, j'ai acheté un gros char. Ça roule... Fait que l'argent est toujours en train de sortir. Alors que moi, ce que je faisais,
c'est que j'avais ma paye de pompier. Je vivais de ma paye de pompier. Et tout l'argent que la compagnie faisait, je la réinvestissais en marketing, je la réinvestissais en développement de produits, je réinvestissais dans le branding pour être certain que ma compagnie allait être connue pan-canadien. Ça me coûtait des centaines de milliers de dollars à chaque année. Je faisais zéro profit parce que j'étais toujours en train de réinvestir, je mettais de la pub, je me dis à un moment donné, ça va exploser parce qu'on mettait des photos de garage à comme 6, 7, 8, 9, 10 photos par jour. Fait qu'à un moment donné, le monde voyait juste ça. Puis c'était dans les débuts de Facebook, c'était dans les débuts des médias sociaux en 2008, dans ces années-là. Fait que c'est sûr qu'on inondait la place. Mon site web m'avait coûté, je pense, 2-3 000 à ce moment-là. C'était quasiment qu'un landing page avec un numéro de téléphone et une page de soumission. Mais ça fonctionnait. Fait que l'erreur, souvent, c'est de dire « Hey, là, je suis passé de ma paye à 1000$ par semaine, whatever, comment les gars ils font. Je donne juste un chiffre comme ça. Puis là, il dit, hey, je fais 2000. Fait que moi, m'a flobé 1000 par semaine. T'sais. Là, je peux m'acheter un plus gros truck, je peux faire ça. Puis là, au final, ils ne sont jamais capables de prendre l'expansion parce qu'ils n'ont pas d'argent à investir. Alors que moi, quand je suis passé de contracteur à manufacturier, j'avais accumulé 300 000$ d'économie nette là, que j'avais payé de l'impôt dessus. Fait que là, j'ai pris ça, je l'ai tout investi en inventaire au complet. J'ai acheté 300 000$ d'inventaire. Et là, je suis devenu comme... J'ai juste commencé à manufacturer un produit, puis à un moment donné, oups, là, ça grossit, j'avais des comptes, là, je commençais à en vendre plus, je faisais plus d'argent, puis à chaque mois, je réinjectais. Mais j'ai été des années et des années de temps sans me prendre une paye. J'avais juste ma paye de pompier, qui était quand même bon à l'époque. Ouais. Fait que dans le fond, tu dis que il y a beaucoup de monde qui font des mauvaises dépenses au début. Je pense qu'ils n'ont pas nécessairement la notion que justement d'investir dans ton branding, dans ton marketing, c'est important. Mais d'acheter un nouveau truck, des nouveaux outils, c'est le fun. Fait que, ils vont le faire. Exact. Mais c'est ce qu'on voit souvent, c'est ça, c'est les mags, le look, ça paraît bien, mais au final, tu peux le faire à moindre échelle pour que ça paraisse bien, que ça ait l'air professionnel. Mais faire en sorte qu'au final, tu réinvestis beaucoup. Comme je dis, je mettais peut-être à un moment donné, je pense, sur Google, un mois de temps, j'avais mis 100 000 ou 150 000. Puis, tu sais, ça me coûtait du clic dans le temps, peut-être 1$, 2$ du clic. Là, pour le mot. Aujourd'hui, c'est peut-être plus. Je n'ai jamais regardé ces mots-là. Mais je réinvestissais. Mais ça me rapportait probablement peut-être... je sais plus, là, en job, on faisait, à un moment donné, j'ai fait 800 garages une année. Ça, c'était juste mes équipes à moi. J'avais 4 équipes, 800 garages. Puis là, quand j'avais en plus mes concessions ailleurs, on en avait à peu près, je pense, c'est 12 au Québec, plus j'en avais 4-5 en Ontario, plus en Alberta, plus au BC, puis on commençait à rentrer aux États-Unis. Fait qu'à un moment donné, à chaque jour, là, en fait, je perdais le fil des photos parce que je n'étais plus capable de demander. Moi, j'étais très... à cheval sur le fait de mes employés m'envoient leurs photos parce que je savais que c'était important pour démontrer aux gens qu'est-ce qu'on faisait à chaque jour. Puis dans le fond, c'est ça, on parle un peu du pouvoir des médias sociaux. Là. Il y en a aussi beaucoup d'entreprises qui ne l'utilisent pas du tout. Toi, tu t'en fais beaucoup de médias sociaux. Est-ce que tu vois justement l'impact que ça a? Est-ce que tout le monde devrait en faire? Tout le monde devrait en faire. C'est l'œuvre d'art de ton travail. T'sais, hier, mes boys ils ont fait, mon garçon et mon neveu, ils ont fait une job chez un client de Traxfloor. Puis là, mon gars, il me dit, hey, je peux pas prendre les photos parce qu'il reste du stock. Le client m'a appelé, il m'a dit, écoute, je vais faire la vidéo. Lui aussi, il est fier, là, il est content. Il dit, ton gars, ton neveu, A1, service A1, job ça coche, rien à dire. Il dit, je te place tout ça à soir, puis je t'envoie une vidéo. Mais il a tout placé son garage. Il a mis une tonne country que je sais pas si elle était bonne là-dedans. Puis il fait juste un Reels, tu sais, comme un 10 secondes. Puis tu sais, aujourd'hui, on est rendu à 1500 views. Là, c'est moi qui l'ai reposté. 1500 views, je pense, sur TikTok. J'ai des nouveaux followers. Fait que, tu sais, ça coûte rien, ça. Ça m'a rien coûté. C'est une bonne relation avec le client parce qu'il l'a fait pour moi. Mais normalement, les gars, je les éduque à prendre des vidéos, prendre des photos le plus possible. C'est pas grave, on les jettera après. Mais au final... c'est des clients gratuits, ça coûte 0 en publicité. Puis est-ce que tu dirais que si tu te pars une brand, c'est plus important ta page de médias sociaux de brand ou même pour les gars de construction, ils devraient faire un personal brand? Bien, le personal brand, tu vas le monter côte à côte avec ta compagnie. Moi, c'est parce que j'ai commencé là. Mes brands de compagnie ont commencé avant moi, dans le sens que avant, c'est comme zone garage, pur époxy, mais
j'étais toujours... En fait, moi, de la façon dont je le faisais, c'est que j'étais dans la compagnie. Fait que quand je faisais une vidéo de Pure Epoxy, c'est moi qui étais dans la vidéo, c'est moi qui parlais, mais je n'avais pas partie 1 vraiment à côté, autre que mon Facebook, tu sais. Puis c'était mon Facebook personnel. Fait que j'avais tous les contacts de garage que j'étais ami avec eux autres. Fait que, tu sais, inconsciemment, je l'avais bâti anyway. Ouais. Puis quand j'ai décidé d'en faire une pour éduquer d'autres entrepreneurs, qui est Entrepreneurs au combat, ben là, j'ai rapidement réalisé que ça amenait d'autres opportunités en dehors des brands que j'avais aussi. Mais ça l'amène... Fait qu'un gars de construction qui fait les deux, fais ton brand personnel, puis fais ta compagnie, puis mélange tout ça. Si t'es un chic type, t'es sympathique, les gens vont vouloir s'attacher à toi. Ils vont écouter ton contenu. C'est sûr que si ton contenu n'est pas bon, c'est ça la difficulté. C'est de faire du bon contenu qui est intéressant, qui amène de la valeur, puis que, tu sais, aujourd'hui, tu sais, le monde ne veut pas entendre chialer. Là, fait juste du contenu valorisant, that's it, là. Exactement. Ben, parle-nous un peu de, justement, tu dis que tu as une nouveau formation coaching pour les entrepreneurs en construction. Ça ressemble à quoi? Ben, en fait, c'est ça. C'est là, j'ai une formation présentement on a une cohorte qui roule présentement jusqu'en décembre. Puis en plus, on va continuer avec eux en 2025 parce que dans le fond, c'est des aider à atteindre un autre niveau. Donc, ça, c'est sûr que c'est très générique à n'importe quel type d'entreprise. Puis ce que j'avais réalisé au fil du temps, ben justement, on en a parlé tantôt, c'est qu'au niveau de la construction, c'est un des plus gros secteurs au Québec. Et il y a un énorme manque au niveau du marketing, au niveau du développement. Beaucoup d'entreprises sont gelées. Je veux dire, il y a des entreprises qui se démarquent. On prend en nommer plein, qui vont faire dans les 10 millions et plus. Puis une belle expansion sont partout au Québec et ils arrivent à le faire, à croître naturellement. Mais ça, c'est peut-être 1-2% des entreprises, alors qu'il y en a beaucoup qui sont comme, OK, mais, exemple, je suis plombier ou je suis électricien ou plâtrier, puis je suis pas capable de grossir plus. J'aimerais comme... Fait que le gars, il se sent comme à côté au bouchon en temps. Il sait pas comment aller à l'autre niveau. Puis, ben moi, j'ai mis en place une formation qui va faire en sorte que ça va focuser sur 3 points. Le branding, le produit et la franchise et l'expansion. Fait que quand tu mets ces 3-là en place, il n'y a aucune chance que ça ne fonctionne pas. Parce que les connaissances que les gars ont sont excellentes. C'est ça le pire. C'est que si tu prends n'importe quel plombier, il y a d'excellentes connaissances dans ce qu'il fait. Bien souvent, c'est ces gars-là qui vont dire « Hey, j'ai une idée, je pourrais développer tel ou tel produit. » Parce qu'il sait depuis 15 ans à 20 ans qu'il y a toujours la même problématique quand il arrive sur un chantier. Ça peut être un outil, ça peut être n'importe quoi. Écoute, en construction, tu rentres juste chez Home Depot, il y a quoi, 10 000 produits là? Choisis-toi-en un que ça va devenir le tien, que tu vas développer puis que tu vas améliorer. Home Depot ne peuvent pas être, ou Rona, peu importe, ne peuvent pas être bons dans 10 000 produits. Eux, ils se fient aux manufacturiers puis ils font comme, OK, ben c'est ça qu'on offre. Donc, il y a moyen d'améliorer ça puis de faire en sorte que, ben, plutôt que de faire ton expansion sur juste de l'embauche tout le temps, ce qui est correct, mais l'embauche amène plus de gestion, plus de difficultés, des employés qui ne rentrent pas, alors que franchiser t'amène un autre patron. Fait que ça dédouble ta capacité de croissance. Puis est-ce que tu dirais justement que je pense qu'un problème que nous, on voit souvent, c'est que les gars, justement, ils se partent leur entreprise, ils réussissent des fois à grossir à quelques millions, mais ils travaillent toujours dans leur business. Ils sont toujours encore sur le chantier. À quel moment ils devraient se focusser sur gérer la business au lieu de travailler dans la business? Bien, à partir du moment que tu as le produit, moi, je focus toujours sur le produit. Je suis un gars de produit. Le produit, c'est ce qui te rattache au consommateur. Et si, je prendrais un exemple. Je ne sais pas. Tantôt, on a parlé d'un plâtrier. Okay? Donc, le plâtrier, il arrive souvent, il n'y a personne sur le chantier, il va être tout seul parce qu'il veut, il est en train de tirer ses joints. Mais imagine que ce plâtrier-là, il travaille, il fait 80-90 heures semaine. Et là, demain matin, il fait son plâtre ou il fait faire son plâtre. On ne dit pas d'être manufacturier, on dit contacte les manufacturiers, trouve une place. Il y en a, c'est sûr et certain. Là, tu fais ton plâtre avec ton branding, ta boîte. Toutes les boîtes sont blanches. Je ne sais pas si j'ai remarqué, toutes les boîtes de plâtre sont blanches. Là, tu arrives avec toi une boîte orange, puis tu fais des vidéos sur TikTok, sur Facebook. Je te garantis que tous les gars de construction vont te demander c'est quoi ton plâtre? Là, tu vas sortir ton brand, pas Jean-Guy Construction, mais tu vas sortir un brand qui est solide, qui est soigné, avec un logo. Là, tout le monde dit hey, je suis intéressé. Hey, je suis intéressé. Je peux te garantir qu'en dedans de 6 mois, le gars ne sera plus jamais sur ses chantiers. Il va vendre juste du plâtre. Fait que soudainement, tu es passé d'un gars qui tirait des joints à un gars qui vend des produits
qui peut coacher d'autres gars qui sont peut-être pas aussi bons que toi en plate, de voir être à l'erreur, faire du vidéo, faire du contenu, franchisé, c'est juste ça que tu vas faire de ta vie. Fait que, tu sais, comme présentement, si je prends moi, exemple, Traxfloor, ben, tu sais, on avait déjà toute l'expertise en plancher de garage. La seule et unique raison pourquoi j'en fais présentement, c'est pour aller chercher des photos. Mais j'ai 46 dealers déjà. Fait que je te dis, d'ici 6 mois, mes gars, ils n'en feront plus d'installation. Moi, j'en ferai pas d'installation. Par contre, on va vendre des tuiles partout en Amérique du Nord. C'est aussi simple que ça. Fait que dans le fond, est-ce que c'est un peu aussi de séparer, tu sais, je pense à zone garage, tu faisais des planchers d'époxy, puis après ça, tu as développé justement ton produit d'époxy. Fait que c'est 2 entreprises distinctes qui te fournissent à ton entreprise, mais tu peux aussi vendre justement dans des retailers. En fait, si j'aurais voulu garder mon installation de zone garage, j'aurais pu. C'est juste qu'à un moment donné, tu manques de temps, puis il fallait que je gère les installations, je gère les soumissions. Fait que je me suis rendu compte que j'ai tout simplement, je l'ai donné, en fait, le territoire de concession que j'avais, qui était Montréal, Rive-Nord, Rive-Sud. Je l'ai donné à mes employés, mes anciens employés. Puis là, j'ai dit, ben occupez-vous-en, puis moi, je vais m'occuper de manufacturer. Fait que je vais vous vendre les produits. Comme avant, je me vendais à moi-même les produits. Donc là, je vais vous les vendre, mais je vais focusser à vendre les produits un petit peu partout. Mais ça ne m'a pas empêché de... J'avais un produit qui était zone garage, fabriqué par Pure Epoxy. Pure Epoxy qui avait sa ligne de produits, mais on fabriquait pour d'autres aussi. Fait que la chaîne, elle n'arrête jamais. Je veux dire, si tu prends le même plâtrier, là, un jour ou l'autre, un moment donné, il va dire, hey, là, j'en vends 5 millions par année. Je pense que je peux peut-être commencer avec un chimiste ou whatever ce que ça prend pour faire du plâtre. Je vais le fabriquer moi-même. Puis là, à un moment donné, ben, non seulement tu vas le fabriquer pour ton brand, mais tu vas finir par le fabriquer pour un autre brand. Parce que tous les manufacturiers finissent par faire du private label. Ils cracheront jamais sur une opportunité d'affaires X ou Y, parce que si toi, tu le fais pas, ton compétiteur va le faire. Fait que tu le prends, puis tu vas OK, je vais te le faire. Puis le seul danger là-dedans, en tant que manufacturier, c'est que le produit à qui tu le fais peut devenir aussi gros que toi. C'est juste ça, il faut que tu surveilles. Il ne faut jamais que ton client... Exemple, mon plus gros client, il avait 40%, c'était 40% de notre business. C'est limite dangereux. Parce que tu le perds demain matin, lui devient ton compétiteur, tu perds 40% de ton chiffre d'affaires, puis lui, le sien grimpe. Fait que c'est juste ça, il faut faire attention. Mais ça, c'est rendu dans les 20-30 millions. OK, c'est bon. J'ai vu sur tes médias sociaux récemment que tu as rencontré Andy Elliott. Oui. Peux-tu nous parler un peu de lui, peut-être pour ceux qui ne le connaissent pas, puis qu'est-ce que tu penses de lui? Oui, bien, en fait, Andy Elliott, ça a commencé, je suivais beaucoup de ses chroniques, si on peut appeler ça, ou ses Reels. Puis, je te dirais qu'à 95% du temps, ça venait me chercher, ça venait me parler, le minding qu'il y avait, la façon de penser. Puis, tu sais, au final, je regardais ça, puis je me dis, on dirait que c'était toujours avec des concessionnaires automobiles. C'était toujours des techniques de vente envers... ou des formations qu'ils donnaient dans des concessionnaires automobiles. Fait que j'étais comme, je suis pas sûr que, c'est... J'ai laissé ça aller, puis à un moment donné, je regardais ça un matin, puis là, je dis, on va peut-être embarquer dans un de ces programmes de formation. C'est juste aller voir ce que c'est, puis ça m'intéressait d'en suivre un au moins aux États-Unis. Fait que j'ai comme cliqué sur un programme, sans savoir lequel, j'ai pas appelé personne, fait que j'ai dit, je vais cliquer sur celui-là, il y en avait 4 ou 5. Puis là, ça arrive au paiement, pour, je sais plus, mettons, 2000$, j'ai un chiffre de même. Puis là, j'y pense. Puis là, je suis comme, attends, là, tu sais, je vais me... Mais pas que j'y pense que je ne veux pas le faire. Je me dis, c'est-tu le bon programme pour moi? Puis dans le vidéo, il dit, t'es-tu en train de penser de quitter, genre? Puis là, c'est une vidéo préenregistrée. Puis là, il dit, you're a fucking loser if you're thinking that. My partner wanted to charge 10 times more and we're offering it to you. Là, je suis parti à rire. J'ai dit, tu es vraiment en train de me dire ça? Finalement, j'ai envoyé un email. Il y a un gars qui m'a contacté sans aucune pression. Ça s'est toujours fait. C'est comme vraiment, hey, quand ça te tente, reviens-nous, tout ça. Fait que finalement, j'ai embarqué. Je suis allé le rencontrer là-bas en Arizona. Chic type. Même gars que je voyais dans les vidéos. Même mieux. Genre de gars que tu voudrais être chum avec. Là, c'est comme... Il est down to earth. Il dit, viens t'asseoir. On jasait. Pose-moi toutes les questions que tu veux. Puis j'ai passé une couple d'heures avec eux autres. J'ai fait un podcast avec lui qu'on était à veille de publier, justement. Puis depuis ce temps-là, là, c'est Hey Eric, comment ça va? Puis il m'a envoyé une vidéo. Mais c'est pas une vidéo pour enregistrer. C'est Hey Eric, on s'en va à un événement. J'ai entendu dire que tu fais telle ou telle affaire. You rock, man. Lâche pas. Puis tout ça. Puis ils sont toujours accessibles. C'est ça qui est le fun. Puis là, j'essaye, puis j'aimerais ça l'amener ici au Québec. J'en ai parlé. C'est gros, là, parce que c'est pas des gars qui vont venir ici pour 10 000. Là, c'est quand même assez dispendieux. Voyage en jet privé. Faut que tu payes le jet privé, faut que tu payes
Lui, son staff, tout ça. Fait que mais je pense que j'ai réalisé qu'il y avait quand même pas mal de fans ici au Québec. Ouais. Plus qu'on pensait. Fait que... Puis, je pense que c'est quand même limité peut-être un peu par rapport au langage. C'est qu'il y en a qui parlent pas vraiment anglais. Ouais. Puis, peut-être par rapport à la mentalité. Il y en a beaucoup qui sont pas là, on dirait, au Québec aussi. Non, on n'est vraiment pas là. Parce que quand je lui explique ça, parce que je lui ai expliqué, là, il dit, je comprends pas. Je dis, écoute, là déjà, j'ai expliqué la langue française. Là, je disais, tu sais, là, il va venir, il va parler en anglais. C'est correct, là, on va aviser les gens que ça va être en anglais, tu sais. Mais j'ai dit, déjà là, il va y avoir une objection. Puis il dit, je comprends pas. Il dit, vous parlez anglais? Oui, mais là, tu es dans la province du Québec. Je disais, anyway, ça c'est pas grave, c'est pas tant grave. Mais après ça, tu vas voir, tu arrives d'un pays capitaliste très fort, surtout en Arizona, Texas, tous ces États-là, c'est hyper capitaliste. En fait, les gens de la Californie qui ne sont plus socialistes ou qui veulent être... Ils quittent la Californie pour l'Arizona. Fait que là, tu te dis que c'est monnaie, les guns. Il m'a montré le gun qu'il a acheté à sa femme, tout blanc, il me le montre. Là. Ouais, c'est bon, merci. J'ai pas vraiment un tripeux de gun, mais tu sais, c'est cette mentalité-là. Fait que quand tu y expliques qu'ici, ça passe pas aussi bien, mais ils disent, ah non, ça va être correct, on va faire du control damage, on verra. Mais c'est ça. Mais c'est fou comment on a l'impression de vivre sur une autre planète parce que la mentalité est totalement opposée. Puis est-ce que tu penses que niveau business, ça nous nuit, notre mentalité des Québécois? Bien, clairement. C'est sûr que quand je regarde les statistiques, j'en ai parlé l'autre fois, la quantité de gens qui travaillent et qui payent de l'impôt, juste ça, c'est genre 60%. Oui. Là, tu as 40% qui ne payent pas d'impôt. Tu fais comme, Chris, c'est pas genre 5%. À 5%, je ferais comme, OK, mettons à 10% à la limite. Mais 40% qui ne payent pas d'impôt, tu fais comme, OK. Puis là, dans le 60% qui en payent, ben, t'en as un paquet là-dedans. T'en as comme, mettons, 55% qui sont toutes pour les services sociaux. On est juste 5% dans les fêtes qui sont réellement mindés à dire, OK, moi, je suis capitaliste, je veux le cash, je veux avoir de l'argent, je veux plus payer les hôpitaux, je veux payer quand je vais aller à l'hôpital, en fait. Moi, c'est de même que je veux ça. Moi, j'aimerais payer pour mes... Moi, ça me dérange pas. Si tu me mets un payage sur l'autoroute, moi le payer. Là, à 10$, si tu veux, mais arrête de me charger sur mes impôts. Fait que si je peux choisir de ne pas prendre l'autoroute, ben voilà, je la prends pas, puis ça finit là. Mais si je veux aller plus vite, puis il y a un highway plus rapide, puis je veux payer pour, mais on ne sera jamais là. Ça, je le comprends. Mais en même temps, moi, je dis tout le temps au Québec, on a une certaine sécurité que les Américains ont moins. Fait que c'est le compromis que j'essaie dans ma tête de toujours accepter, puis de me dire, bon, mais regarde, je pense que je suis dans une meilleure position que beaucoup d'autres gens. Moi, l'accepter. Puis si un jour je quitte, je quitte. Mais je pense pas qu'on va changer la mentalité. Il faudrait avoir un premier ministre canadien de droite pendant genre 15 ans là, pour dire que l'on pognerait un pace là, qui changerait, mais on n'est pas là. Puis tu dis, tu as pensé à quitter? Enfin, c'est toujours une question, moi, à l'âge où je suis rendu, là, il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, mais là, pourquoi tu quittes pas? Ouais, mais mes enfants sont rendus à 18, 17, 10 ans, ils ont des amis, ils ont une vie établie. Là, de quitter, là, sont comme à l'âge où ça va être la prochaine décision, ça va être dire, je vais me trouver une blonde ou un chum, je vais peut-être faire ma vie avec cette personne-là. Fait que là, si on quitte, puis toi, tu quittes, mais l'autre, il faut qu'il quitte avec. Ouais, mais là, moi, mes parents, OK, amène, ça en fait du monde à amener. Là. Fait que, tu sais, pour moi, c'est pas vraiment une possibilité. Puis je le sais que plus tard, mais si mes enfants décident, on reste ici, ben, puis ils ont des petits-enfants, mais je vais vouloir être proche de mes petits-enfants. Fait que c'est pour ça que je dis, est-ce que j'encourage des plus jeunes à le faire? 100%. Je pense pas que si tu as une mentalité que tu veux fonder une business, tu es tout seul, tu es célibataire, tu as 20 ans, je veux dire, tu as des chums, mais qu'eux autres aussi, ils vont voyager. Va-t'en. Tu n'es pas dans le pays où tu vas avoir le meilleur développement personnel. C'est un pays de travailleurs. C'est un pays de suis ce qu'on te dit de faire, va à l'école, et va au primaire, va au secondaire, va au cégep, va à l'université, trouve-toi un métier, rentre pour une job du gouvernement, tu vas avoir ton fonds de pension. C'est comme si ta vie était écrite des années d'avance. Fait que, tu sais, non, je pense pas qu'un jour je vais quitter. Mais si à un moment donné, tout le monde dit à main levée, on quitte, ben, je le sais où. Là, ça serait pas dur à trouver. Ouais, OK. Puis c'est ça, on parlait d'Andy Elliott, puis toi aussi, tu sais, ces médias sociaux, quand tu as une mentalité qui est un peu différente, tu as beaucoup de haters. Comment tu deals avec ça? Ben, moi, je leur réponds. Tu sais, je pense que ce que les gens n'étaient pas habitués de voir, c'est tu sais, comme j'explique,
si tu es au restaurant, puis quelqu'un arrive à côté de toi, puis il se penche, puis il dit hey, t'es un esti de trou de cul, ben, tu feras pas comme OK. Tu vas y répondre, right? Tu sais, si tu es à l'épicerie, puis quelqu'un te passe un commentaire, ben, il y a des bonnes chances que tu y répondes. Ça se peut que ça se fasse poliment, mais justement, tu vois jamais personne faire ça. Non. Je veux dire, tu vas voir des mauvais comportements dans des véhicules, parce que chacun est dans son véhicule. Exact. Fait qu'imagine quand chacun est chez eux en arrière de son cellulaire, là, tu vois vraiment des comportements haineux. Mais où est-ce que les gens ont comme frappé un mur, c'est que là, je leur réponds. Là, lui, il s'attend pas à une réponse. Puis, ce qu'il y en a qui ils vont pousser l'audace, c'est de dire OK, parce que tu me réponds, puis tu sais pas vivre. C'est pas mal toi qui es venu me passer un commentaire de haine. Ouais, mais t'es public, fait qu'on a le droit de te critiquer. Ben, j'ai le droit de te répondre. Si tu me critiques, je te réponds. C'est comme moi, je réponds à tout le monde. Ça m'affecte zéro. Mais je réponds. Ça t'affecte pas. T'es capable non, de. Pas en tout, je ris de ça. Je suis comme. J'ai du fun, en fait. Écoute, la quantité de choses que j'ai pas postées parce que ma femme, mes enfants ont dit non, on fait pas ça. Je suis comme je vais le faire. Ouais, non, on fait pas ça. La dernière vidéo que j'ai faite, je me trouvais drôle tout seul. Moi, j'ai du fun avec ça. J'ai pas. Je veux dire, si je croiserais à personne, je serais comme hey, sans rancune. Tu sais, that's it. C'est comme tu te fais répondre par la façon que tu parles aux gens. Mes parents m'ont toujours éduqué comme ça. C'est comme si tu as du respect envers quelqu'un, la personne va avoir du respect envers toi. Point à la ligne. Si tu n'as pas de respect envers moi, je te dois aucun respect, je te dois aucune parole gentille. Je peux aller tout de suite au level X. Fait que, même si toi tu te dis hey, j'ai commencé là, je vais monter mon level de haine, moi, ça se peut que j'y aille tout de suite en haut, puis tu vas savoir ma ligne est où tout de suite en partant. Fait que moi, pour moi, c'est du entertaining plus que d'autres choses. OK, parce que, tu sais, on s'entend que la plupart du monde qui vont s'arrêter pour commenter, ça va être pour un commentaire négatif. Le monde, il s'arrête pas pour te dire quelque chose de gentil. Les gars de construction, là, c'est exactement ça que je parle souvent. Ou même un restaurant. Quand est-ce que tu vas aller mettre 5 étoiles? Je veux dire, il y a tellement de gars qui passent sur mon chantier, là, j'ai pas le temps d'aller leur mettre 5 étoiles. Malheureusement, j'aimerais ça, je devrais le faire. Mais tu es encore là, tu es en marketing. Si le gars, il y aurait un lien bien facile où ce que je pourrais le faire automatiquement, ça facilite ma tâche à moi d'aller te donner 5 étoiles. Puis là, il y avait eu une compagnie qui ont parlé récemment, le JE est là-dedans, puis là, imagine-toi une plainte, le gars va à JE, il n'est pas satisfait, c'était Patio Design, je crois, pas satisfait de sa job. Là, c'est le seul Mel Karen qui chiale sur cette compagnie-là. Puis là, ils ont trouvé que, mais là, ceux qui ont mis des 5 étoiles, c'est de la famille. Ben oui, parce que c'est juste les haters puis juste les frustrés qui mettent des 1 étoile. Fait que pour aider ton entreprise, t'as pas le choix. J'ai fait ça, moi, avec Zone Garage. J'avais dit à tout le monde, gars, je vais vous donner 50$ à sac si vous allez me mettre 5 étoiles. Juste besoin d'aide parce que c'était ridicule. Je ramassais juste des 1 étoile, puis je faisais 800 jobs, j'avais 5 1 étoile. Là, tu es catégorisé comme une mauvaise compagnie. C'est parce qu'on fait quoi des 795 autres jobs que j'ai fait puis que tout le monde était satisfait. Fait que c'est une pratique commune que tout le monde fait. Tu peux les acheter si tu veux, même qu'il y a des gars qui vont les faire pour toi avec des bots. Fait que tu sais, lâchez-moi c'est juste un mauvais système Google, les stars. Puis c'est pour ça que Facebook, à ça, tu peux l'enlever. Moi, je n'aimais pas les avis sur mes pages Facebook. Là, ça va être du niaisage. Non, c'est ça, parce que quand tu as un note, même, tu sais, c'est le système sur 5 étoiles un peu que je trouve qui est bizarre. Là. Si tu as 4, en bas de 4, c'est pas bon, mais dans le fond, la plupart du monde, ils ont adoré la job que tu as faite. C'est que c'est jamais genre la 2, la 3, la 4, elle n'existe pas. Non, c'est ça. C'est la 1, puis 5, j'ai pas le temps. C'est tout le temps ça. Mais c'est de même pareil parce que tu vas avoir. La banque t'appelle, hey, êtes-vous satisfait du service? La fille, elle a super été gentille. Là, elle va t'avoir aidé, mais je suis pressé, j'ai pas le temps. Ça te dérange-tu de remplir un sondage? J'ai pas le temps. Mais si je suis frustré, là, je vais prendre le temps de te le donner là, 1 étoile juste pour te faire chier. Exact. Puis j'ai vu une vidéo, je pense que c'est hier que tu as posté ça sur TikTok. Tu dis, le but de ton contenu, dans le fond, c'est d'inspirer le monde à réussir. Est-ce que tu penses que le monde, ils ont besoin d'une inspiration pour se lancer en entrepreneuriat ou pour réussir, dans le fond? Ben, en fait, je pense que les gens pensent que c'est toujours envers l'entrepreneuriat, mais c'est dans la vie de tous les jours. Tu sais, on vient de traverser une période de merde, de la COVID, le ci, le ça, l'économie, les loyers, l'argent, la guerre, tout va mal. Fait que quand j'essaie de mettre du positif, de mettre des histoires, tu peux voir ça comme, il flash. Non, voilà comme, je suis parti de rien, man. Fait que si toi, à 26 ans, t'es chez vous, puis tu te dis, j'ai pas une scène, ben regarde mon pattern,
puis pars du point A, puis dis-toi que tu peux te rendre au point Z un jour, puis être en même place. Je te dis pas de suivre le même parcours que moi. Je te dis pas de faire exactement les mêmes gestes. Mais ce que je te dis, c'est que ça fonctionne. Fait que j'ai pas arrivé avec un coup de circuit X, Y, Z. J'ai pas été chanceux. Je l'ai travaillé pendant 15, 16 ans de temps. Et je le fais encore aujourd'hui. Fait que tu aies 50 ans aujourd'hui puis tu regardes ça, tu te dis, all right, mettons que je start là, j'ai quand même des bonnes économies. En théorie, à 50 ans, tu as des bonnes économies. Je start là. À 65 ans, je peux avoir une très, 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 très belle retraite si je grind encore. Puis moi, je vais continuer jusqu'à 65 ans et peut-être même plus. Puis je vais le faire avec mes enfants. Je suis en train de les aider, je suis en train de les guider, de les coacher. Ils n'ont rien de tout cuit dans la bouche. Là. C'est pas comme, tiens, je te le donne. Non, 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 non. Tu vas grinder, puis tu vas faire ce qu'il y a à faire. Tu vas aller ces jobs, tu vas les installer, puis tu vas faire ci, puis tu vas trouver tes produits, puis tu vas contacter le broker, puis tu vas l'appeler. Ouais, mais là, c'est compliqué de l'appeler. Ben, prends le téléphone, puis parle-y. Faut que tu le fasses. La banque, c'est pas moi qui ouvre le compte de banque. Le gars de la banque, il les appelle. Là, il dit, ouais, il répond pas au téléphone. Rappelle-les, il va répondre à un moment donné. Fait que, tu sais, c'est de l'éducation. Puis ça, ben, c'est de donner espoir de dire que ça se fait. Dans un système que tout est mis en place pour pas que ça se fasse. C'est ça la problématique. C'est qu'il n'y a même pas un cours au secondaire qui va te dire. Tu sais, j'ai essayé par toutes les façons de dire. Je peux-tu juste aller comme parler à des jeunes? Les écoles ne veulent même pas t'avoir là. Ah non, non. Ma fille qui est pas allée s'inscrire au cégep parce qu'elle s'en va, elle va aller ouvrir son animalerie puis avoir son toilettage, était gênée de dire ben là, toi, tu t'en vas en quel programme au cégep? Ben, j'y vais pas. C'est mal vu. Ouais. Voyons donc, comment ça, tu y vas pas? Ben, parce que, tu sais, probablement que tous ceux qui vont être là vont changer de programme, vont s'en rendre compte dans 3-4 ans, de dire « Ah, c'est pas ça que je voulais », parce que c'est ben trop jeune, à 16-17, de dire « Hey, c'est quoi tu vas faire de ta vie », puis de t'enligner dans un seul métier, sans avoir donné de la création au secondaire, au primaire. Pourquoi que les TDAH, les jeunes, c'est « Ah, assis-toi là, puis prends de la médication ». C'est conditionné à « Faut que tu marches de même ». Fais une classe de TDAH. Je vais rentrer dans la classe de TDAH. Ils pitcheront tous ces murs s'ils voudront. Mais on va faire quelque chose qui vont faire de la création, que ça va les laisser s'exprimer parce que c'est ça que ça prend. Puis c'est ça, dans le fond, tu sais, le système scolaire il est un peu basé sur créer des travailleurs. Ouais, c'est ça le but. 100%. Quel changement aussi, si tu as des enfants, moi j'ai des jeunes enfants, qu'est-ce que tu peux faire genre pour essayer de changer le pattern? C'est les laisser créer. C'est tout le temps ça que je dis. Alors, regarde des pays, je pense, je sais plus c'est quel pays que j'ai vu ça l'autre jour. Je pense que c'est en Finlande ou en Suède. Il n'y a pas de cours spécifiques X. Les enfants sont dans une classe, puis ils laissent créer. Ils vont dehors, ils vont voir autre chose. Ils vont essayer de juste comme faire travailler le cerveau à comprendre. Tu sais, exemple, ça peut être aussi simple qu'un cours de bienséance. Pourquoi ça n'existe pas à l'école? Juste de bien opérer en société. Comment ça que tu n'as même pas un cours au secondaire pour savoir comment faire tes impôts? C'est-tu comme le point numéro 1, comment faire un budget? Fait que là, tu vas prendre le jeune de 17 ans, là, tu vas le pitcher dans... Fait que là, lui, si son père, il n'est pas là, ce qui arrive malheureusement souvent, si sa mère ou eux n'ont pas cette éducation-là, mais là, de génération en autre, ça fait un enfant qui ne sait même pas faire un budget. Puis je vois des adultes aujourd'hui à 40 ans, pas capables de faire un budget. C'est grave, là. Fait que tu sais, c'est des bases de société qui vont faire que ben, au lieu de suivre un système, ben, tu es capable, toi, de réfléchir, à dire « Attends une minute, je pense pas que c'est fait pour moi, ça. Je vais m'en aller là. » Fait que si on serait moins conditionné à pitcher tout le monde en mode travailleur et laisser en mode créatif, puis après ça, peut-être plus tard, tu pourrais « Hey, décide ce que tu veux faire. » Je pense que ça ferait une différence. Les Américains sont pas mieux en passant. Regarde, ils ont mis le système universitaire en place. Qu'est-ce que tu penses que ça fait? C'est des parents qui crachent de l'argent. Les jeunes sortent de l'université à 24 ans, endettés jusqu'au cou à 200, 300, 400 000, plus que nous autres. Là. Puis là, ils ont une job à 20$ de l'heure. Puis ça, c'est si ça va bien. Là. C'est vrai. Puis ils s'en sortent pas. Mais ça, c'est des programmes créés par le gouvernement pour encourager l'université à faire plus d'argent. Puis là, les dons qui rentrent là-dedans, c'est terrible comme système. Fait que quand je vois un gars comme Andrew Tate parler d'une matrice, il a raison. Pour ça, il a raison. 100 000 $. Ouais. Je suis d'accord. Puis, tu sais, quand on parle de l'éducation, justement, je trouve qu'un des problèmes, c'est que c'est basé sur la réussite. Tu sais, c'est de réussir un test, de réussir ton année, peu importe, avec une note, mais c'est même pas sur l'apprentissage, c'est pas sur la croissance, rien de ça. Qu'est-ce que ça va changer, ou qu'on pourrait dire aujourd'hui, qu'est-ce que ça a changé que je passe mon examen de français
au secondaire. Absolument rien. C'est comme mon examen de maths, absolument rien. Okay. Il n'y a rien de ça qui m'a amené, mais les expériences de vie, comme moi aujourd'hui, je peux dire, ce que j'ai vécu d'une caserne de pompiers avec mes partners qui étaient là, mes brothers, qu'on était dans la même caserne, puis des événements qu'on a vécu, puis des ups, puis des downs, puis des émotions, tout ça. Ça, ce que ça m'a appris dans la vie, ça vaut 100 000 fois ce que je peux avoir appris à l'école. Puis pourtant, je suis allé à l'école de pompiers, mais encore une fois, c'était très technique. Puis quand t'arrivais, tu disais, attends une minute, là, c'est pas ça pantoute. Fait que l'école, c'est correct pour les bases. Je pense que c'est correct pour le relationnel avec, de te faire des amis, d'apprendre à mais je pense qu'on est dû pour une réforme où il faut s'adapter à un moment donné à laisser les enfants faire leur choix. Puis les laisser pas de dire, hey, faut pas que tu y ailles à l'école. Je pense que le secondaire est important. Il amène beaucoup de bases qui sont importantes, mais je pense qu'il y a des choses qu'il faut qu'ils soient revues au niveau de la formation qui est donnée, qui est totalement inutile, à la limite. Là. Donc, super. Écoute, le podcast tire à sa fin. Si les gens qui nous écoutent veulent te suivre, c'est quoi la meilleure plateforme pour te suivre? La meilleure plateforme, c'est toujours TikTok. Je veux dire, c'est celle-là. Je veux dire, je suis sur Facebook, Éric Gravel, les gens peuvent venir là. J'interagis moins là. C'est sûr que on a toute la famille qui nous suit, on a des amis, tout ça. Ils nous suivent aussi sur TikTok, mais on dirait que c'est comme une meilleure liberté d'expression. Je pense que c'est plus créatif. Je réponds à tout le monde, tout le temps. Les gens qui me posent des questions, qui m'écrivent en privé ou en message, que ce soit un haters ou positif, je réponds à tout le monde, ou à tout le moins un like. Là. Donc, je pense que c'est la meilleure place pour venir regarder le contenu puis communiquer avec moi. Super. Sinon, on attend peut-être Andy Elliott qui va venir au Québec prochainement. On travaille là-dessus. Écoute, je suis censé avoir une rencontre la semaine prochaine pour voir, comment monter un événement, comment on pourrait le faire. Je vise un auditoire d'environ 800 personnes. Donc, possiblement l'auditorium Théâtre Lionel Groux à Sainte-Thérèse, qui est proche de chez moi, qui est un bel auditorium. Après ça, il faut travailler avec la cédule à Andy. Après ça, c'est de dire, on le fait-tu? Il va y avoir d'autres speakers, naturellement. Il y a d'autres entrepreneurs au Québec que j'aime beaucoup, que je pourrais nommer un Luc Poirier, un Olivier Primo, Ray Junior Courtemanche. J'ai mon chum André Roy qui est un excellent entertainer, puis il est toujours le fun à écouter, tout son vécu de joueur de hockey, la Coupe Stanley, les ups, les downs. Fait que je pense qu'on a une belle relève là-dessus au Québec de gens qui sont sur les médias sociaux. Fait que ça va être juste de voir si on va être capable de monter un événement comme ça. Là. Super. Puis, il y a ta formation pour les gens, pour l'industrie de la construction qui sort bientôt. Puis, je pense que c'est important de s'entourer un peu quand on veut commencer. Que ça soit juste pour, comme tu disais tantôt, faire que notre cours d'apprentissage est plus rapide, de ne pas faire toutes les erreurs, puis pouvoir raccourcir un peu ce cours. Oui, à un certain point, la courbe, on ne peut pas la couper. Je veux dire, moi, je ne suis pas un croyant de l'hypercroissance. Je veux dire, à moins d'avoir des injections massives d'argent. Je veux dire, demain matin, si je vends pour 1 million, puis l'année d'après, je veux vendre pour 10, si mon coûtant est à 50%, ça me prend toujours bien un 4-5 millions d'argent quelque part, il faut qu'il arrive. Faut que je sois backé par quelqu'un, par quelque chose ou par moi-même pour le faire. Fait que moi, j'ai toujours été un croyant de faire une croissance naturelle, sans trop aller rapidement, sans essayer de toujours doubler. Ça se fait, mais à un moment donné, ça devient complexe. Puis c'est de prendre le temps de le faire sur le long terme. Vise 15 ans, là, ça va fonctionner. Tu vas 30. Fait que si tu as 25 à 40, ça va être fait. Puis quand je dis c'est fait, là, c'est liberté financière. Tu peux faire tes choix que tu veux. Tu peux continuer si tu aimais ça pour un autre run de 15 ans, comme que moi je fais. Ou tu peux tout simplement dire, écoute, moi je pense que je vais prendre ça relax, puis je vais vivre là-dessus avec mes placements, puis ça va fonctionner aussi. Super. Ben écoute, merci beaucoup, Éric. Merci à toi. Puis allez suivre sur TikTok, puis aussi allez liker notre podcast sur Spotify. Yes, sir. Fait que, merci.